Le cœur au sud. Sur Sud Radio Plus. Et restez avec nous dans un instant, le Ring Sud Radio avec Franck Alem, délégué jeunes UMP de la 12e circonscription de Paris, Fatima Benomar, secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés, et Romain Mouton, fondateur et président de l'agence de communication RM Conseil. On les retrouve après la pub. Le Ring Sud Radio Plus. 12h22, vous écoutez Sud Radio en direct du cœur au sud. Il est temps de laisser la place à nos débatteurs du jour. Sont avec nous aujourd'hui Franck Alem, délégué jeunes UMP de la 12e circonscription de Paris. Bonjour Franck. Bonjour Margot, bonjour à tous. Fatima Benomar, secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés. Bonjour Fatima. Bonjour. Et Romain Mouton, qui est fondateur et président de l'agence de communication RM Conseil et qui ne devrait pas tarder. Dénoncé par la Cour des comptes et par l'autorité de la concurrence, la rente des sociétés d'autoroutes ne cesse d'agiter les esprits. Le dernier en date, le think tank Terra Nova, proche du Parti Socialiste, propose de taxer ou menacer de taxer les maisons mères des sociétés d'autoroutes d'une taxe exceptionnelle pour obtenir la renégociation des contrats qui les lient à l'État, voire la fin des péages. Qu'en pensez-vous? Menacer les maisons mères des autoroutes, est-ce que c'est la solution? Fatima Benomar. En fait, ces concessionnaires, déjà on leur a rallongé les concessions et ce sont parmi les boîtes qui ont le plus des rentabilités. Ils avaient une rentabilité à 25%, c'est-à-dire ils se font 6 à 8 milliards par an de bénéfices, donc qui vont dans la poche des caisses des opérateurs privés, quoi, en termes de chiffre d'affaires. À rappeler juste, pour comparer les chiffres, que l'État leur a bradé à 11 milliards en 2006. C'est-à-dire que eux, ils se font 6 à 8 milliards par an. Donc moi, je serais même pour renationaliser. Parce que quand il y a eu la privatisation des autoroutes, donc on a mis plein de milliards dans la poche des concessionnaires, ouais. Ils n'ont pas fait les investissements. Donc en fait, c'est l'État, les contribuables qu'ils ont investi pour faire ces autoroutes. Mais en revanche, après, ils taxent les gens. Donc ça a été des autoroutes construites par nos impôts. Et maintenant que c'est entre les mains de PPP du privé, on a en plus, on scoltine une augmentation annuelle pour les engraisser. C'est-à-dire qu'en plus, les contribuables maintenant, en tant que personne dans sa voiture, va payer de plus en plus. On va donner la parole à Romain Mouton qui vient d'entrer en studio. Romain, est-ce qu'il faut taxer les maisons mères ou menacer de taxer les maisons mères de ces sociétés d'autoroutes afin de renégocier les contrats qui les lient à l'État? Je pense que la solution, c'est pas de rajouter des taxes aux taxes et à nouveau de rentrer dans une logique de taxation. Par contre, il y a un vrai problème des sociétés d'autoroutes qui effectivement gagnent énormément d'argent sur le dos du contribuable. Le sentiment, c'est quoi? C'est quand on prend l'autoroute, on a l'impression de toujours payer et de payer toujours plus cher pour que les routes ne s'améliorent pas, et on se dit qu'ils ont quand même beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien des autoroutes. Donc oui, il y a un vrai problème. La Cour des comptes a fait un rapport pour soulever l'ensemble des problèmes qui ont été posés par ces autoroutes. Oui. Pareil pour l'autorité de la concurrence, pareil pour des think tanks indépendants. Donc oui, il y a un problème. Je pense que les taxes, exactement. Je pense que la taxation n'est pas la solution. Par contre, il faut trouver un moyen de pression. Il faut trouver une juste répartition des gains des sociétés d'autoroutes. Mais attention, il faut faire attention à une chose aussi, c'est que là on dit oui, il faut taxer, mais c'est taxé pour faire quoi? Finalement, c'est pas du tout pour que le prix baisse pour les consommateurs, c'est pour que l'État s'en mette encore plus plein les poches. Donc c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire baisser le prix pour les consommateurs, ou est-ce qu'on veut taper sur des entreprises pour que l'État renfloue ses caisses parce qu'ils savent pas gérer leur argent? Enfin bon, posons-nous les bonnes questions. Alors la nationalisation des autoroutes, c'est faite sous Jacques Chirac. Franck Alem, est-ce que aujourd'hui vous êtes pour retourner à une nationalisation, la privatisation, pardon, c'est faite sous Jacques Chirac. Oui, est-ce que vous êtes pour une nationalisation? Est-ce que vous êtes pour une taxation des maisons mères? Qu'en pensez-vous? Non, la nationalisation, c'est exclu. On est en 2014. Ce modèle de nationalisation ne fonctionnerait pas. Tout simplement parce que l'État n'aurait pas les moyens financiers aujourd'hui de pouvoir mettre de l'argent et donc prendre participer au capital. Par ailleurs, il faut être honnête. Depuis plusieurs années, on a cédé des parts dans EDF, on a cédé des parts dans GDF et dans un certain nombre d'entreprises publiques. Je pense même à Alstom par ailleurs, ou plus récemment encore Peugeot. Ça veut bien dire que la situation des finances publiques est exsangue. Donc c'est pas pour investir aujourd'hui dans les réseaux routiers. Non, le véritable problème aujourd'hui, il est double. Le premier, c'est la Cour des comptes. C'est à la Cour des comptes demande un certain nombre de choses, fait des recommandations, et c'est fait le 24 juillet 2013, on est un an et demi après, toujours pas suivi des faits.
Donc ça, c'est quel est le l'impact problème. de la Cour des comptes? Est-ce qu'elle a vraiment une autorité, cette Cour des comptes? L'autorité, c'est pas une autorité de contrôle, elle fait des rapports de conseil, mais le problème c'est que c'est comme le Conseil économique et social, c'est entre le moment où ils pondent un certain nombre de rapports qui sont prestigieux, très intéressants, et le moment où c'est suivi des faits, il s'écoule un certain nombre de temps qui est parfois trop long, et parfois il n'y a pas d'effet. Donc ça, c'est la première des choses. On aurait pu gagner en rapidité. La deuxième des choses, c'est le modèle de base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a souhaité la privatisation, le problème n'est pas nationalisation ou privatisation, le problème c'est quel modèle on gère. C'est-à-dire que c'est un contrat. Voilà, c'est du bilatéral. Et dans le contrat, on a peut-être mal négocié, peut-être qu'on n'a pas été des bons négociateurs, peut-être qu'il aurait fallu d'autres personnes que des politiques. Il aurait fallu justement des organismes indépendants qui négocient en relation avec ces sociétés d'autoroutes. Déjà, le péage devait être provisoire. On voit finalement, effectivement, en termes de négociation, on a un peu failli à nos devoirs en ce qui concerne les péages. Je pense qu'on a surtout failli dans la parole publique. C'est-à-dire que récemment, vous avez entendu par Madame Royal, qui est quand même ministre de l'écologie, demander la gratuité des autoroutes le week-end. Oui. Et ensuite, quelques jours après, elle est conspuée par ses propres compères du gouvernement. Donc le problème, c'est déjà sur la parole publique. Non, la vérité, ce qu'il aurait fallu, c'est sur le modèle. Sur le modèle, il aurait fallu que ces hausses de péage, ces hausses de tarification soient accompagnées derrière d'une rénovation des infrastructures et de construire plus d'infrastructures. Or, dans le modèle de base, le contrat de plan, les deux sont décortiqués. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des hausses continuelles et avoir de la même manière des réseaux, la rénovation des infrastructures qui coûtent de plus en plus cher, mais avec deux modes de financement complètement différents. Donc c'est pour ça que ça alourdit à la fois le contribuable, mais aussi le citoyen lambda qui est un consommateur. Fatima Benoît. Moi je vois pas pourquoi on exclurait l'option de la renationalisation, surtout pour quelque chose qui est aussi rentable et surtout pour quelque chose qui a été bradé, vraiment 11 milliards d'un coup, pour moi c'est bradé. Et juste, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Alors ce qui bloque, c'est peut-être les 30 milliards et 60 milliars d'euros coûteraient la nationalisation. Mais vous trouvez où l'argent? Mais non, parce que la nationalisation, laissons terminer Fatima Benoît. Laissons terminer Fatima Benoît. Et juste, qu'est-ce qu'ils font en fait de ces marges de rentabilité? Est-ce qu'ils améliorent quoi que ce soit? Pas du tout. Je prends l'exemple de Vinci, il commence par surexploiter ses salariés parce qu'il a moins d'effectifs malgré tous ses bénéfices. Il a augmenté le prix des tronçons les plus fréquentés, c'est ça, c'est politique de rentabilité. Alors la surexploitation des salariés, vous avez des chiffres, là j'ai pas les chiffres, mais en tout cas c'est une affaire qui a été médiatisée, on pourrait retrouver les informations, mais en tout cas il y a eu une baisse d'effectifs. Ouais. Et donc ils ont augmenté avec le fait que les tronçons soient les plus fréquentés soient plus chers, leurs bénéfices ils ont explosé au kilomètre de 30% en 5 ans. Et donc, après le contribuable, en gros, c'est l'automobiliste qui devient la vache à lait. Et moi, juste, il y a aussi quelque chose d'idéologique, bon ça, j'assume, c'est que la question du privé qui récolte des taxes. Pour moi, ça contrevient vraiment à un principe, c'est que le contribuable, finalement, finit par cotiser par des choses qui sont récoltées par le privé. Et ça, je pense que la question peut aussi se poser. Alors non, c'est ridicule. Pardonnez-moi, c'est absolument ridicule. Puisqu'en fait, quand vous réfléchissez bien aux choses, la TVA, c'est déjà le cas. D'accord. Je suis complètement contre cette taxe. TVA, en plus, c'est injuste. La TVA, vous avez la TVA collectée. C'est là qu'en fait, la TVA, elle est collectée par l'entreprise. Vous achetez aujourd'hui votre téléviseur, la TVA, elle est collectée par Darty, elle est collectée par la société. Est-ce que vous trouvez que c'est un impôt injuste? C'est exactement pareil. Mais le problème, il n'est pas aujourd'hui de l'injustice de l'impôt. Il est du fait qu'aujourd'hui, vous avez des impôts qui sont déjà collectés par des professionnels. Donc voilà. C'est aussi pour diminuer les coûts. C'est aussi, mais vous avez le droit d'être contre. Mais je vous dis que c'est pas une nouveauté. Bon. Ensuite, vous me parlez de la nationalisation. Mais la nationalisation, il est prouvé que ça va coûter de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de l'idéologie. C'est de l'investissement. Notre objectif à nous, c'est de faire diminuer le prix. Et vous, votre objectif, c'est pas diminuer le prix parce que vous en foutez finalement du consommateur. Votre objectif, c'est de faire de l'idéologie. Vous voulez nationaliser, très bien, c'est votre choix. Mais où est l'intérêt du consommateur? Où est l'intérêt du contribuable? Je pense qu'il sera beaucoup moins exploité par le public plutôt que par le privé. Il sera justement, quand c'est des choses qui sont gérées par l'État pour l'intérêt général, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes logiques de rentabilité qui font qu'on tire sur les automobilistes comme sur des vaches à lait. Ça fait sourire Romain Mouton. Non, c'est les mots employés. Je parlais d'exploitation du public quand on paye
un péage. Bon, qu'on parle d'exploitation des salariés à la limite et encore, mais parler d'exploitation du public, non. Moi, il me semble que le rachat, la nationalisation est une ineptie totale parce que on n'a pas l'argent, les caisses sont vides. Donc de toute façon, on ne peut pas le faire. C'est le débat d'après. C'est infaisable. Le débat d'après, c'est pas ça le thème. Quelle politique. Non. Si, c'est très lié aux questions économiques. Oui, non, on parlera de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Les caisses sont vides et donc pour moi, ce serait une ineptie et je pense que l'heure n'est pas à la nationalisation, mais au contraire à faire en sorte que nos entreprises françaises respirent, créent de l'emploi, augmentent encore plus leur chiffre d'affaires, mais pas sur le dos du consommateur. Là, entre autres, sur ce point qu'est les sociétés d'autoroutes. Alors le think tank, on va y arriver, Terra Nova, proposait également carrément de supprimer à terme le péage. C'est quelque chose d'assez paradoxal quand on sait qu'on accueille l'année prochaine la conférence internationale sur le climat. Est-ce qu'au final le péage n'est pas nécessaire aussi pour des raisons écologiques ? Le péage sert à entretenir les autoroutes, mais surtout ça sert un minimum à entre guillemets dissuader et faire en sorte de mettre le paquet sur les transports en commun. Après, il faut juste sortir de l'Île-de-France où malheureusement les transports en commun sont de plus en plus rares. Je pense, il y a plein de régions en France où malheureusement la voiture est une obligation. Donc il ne faut pas non plus que ce soit au détriment du consommateur qui est obligé d'utiliser sa voiture. Franck Halem. Sur le contraire, moi je reviendrai toujours sur l'idée du fait que le problème n'est pas que les péage est augmenté beaucoup ces dernières années. Et le problème, si vous voulez, c'est en global, vous pouvez peut-être par exemple avoir du 1,5% ou 1%. Mais le souci, c'est que sur les axes autoroutiers les plus fréquentés qu'on le plus augmenté. Exemple, Escota. Exemple, réseau ASF. C'est-à-dire dans le sud de la France, là où les touristes viennent. Donc les réseaux les plus fréquentés ont eu les plus grosses augmentations et les réseaux les moins fréquentés ont eu les plus petites augmentations. Ce qui leur permet d'offrir un package, de dire, regardez, on a respecté notre contrat. Et ça, il faut aujourd'hui en finir avec cette logique-là. Ce n'est pas parce que l'autoroute est plus fréquentée qu'elle doit subir des hausses tarifaires plus importantes. Donc voilà, il y a des contrats à aujourd'hui à modifier et à modeler dans le souci du consommateur, mais pas forcément de nationalisation, bien entendu que non. Et on terminera avec vous, Fatima Benoma. Je tiens juste à dire, puisqu'on a évoqué aussi la question écologique, qu'on est très très mauvais en général, d'un point de vue général, sur l'écotaxe en France. Juste pour donner une comparaison, aux Pays-Bas, c'est l'équivalent de 20% des revenus fiscaux, les taxes écologiques. Nous, en plus l'écotaxe a été supprimée, ça représente 1,9% du PIB. On est très très mauvais élèves, notamment en Union européenne, sur les questions de responsabilité écologique. Taxer les maisons mères des sociétés d'autoroutes. Le sujet aussi anime les débats sur Internet. Bonjour Damien Léonard. Bonjour Margot. Vous êtes allé recueillir ces témoignages pour votre chronique Vue du Net. Oui, alors pour Pauline, sur les réseaux sociaux, entre Bayonne et Bordeaux, l'autoroute est sans cesse en travaux avec rétrécissement de voies. Par contre, les péages sont grands ouverts et plein pot. Ils augmenteront les prix dès que cette autoroute sera réellement et correctement utilisable. Et ça, c'est un scandale. Avant de conclure, si l'État n'avait pas cédé ces routes à des entreprises privées, il ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer sur le manque à gagner et nous sur ce racket bien ficelé. Jean-Michel se pose de son côté des questions. Je me demande bien où en seraient les tarifs d'autoroute si ces derniers n'avaient pas été privatisés. Personne n'a la réponse malheureusement. Pour Martine, la cession faite par Villepin à ces sociétés est un vrai scandale et dire que l'argument était de rembourser la dette, je suis ulcéré. Et enfin pour Adrien, il est certain que le manque à gagner de l'État suite à l'abandon de l'écotaxe, il serait sérieusement rattrapé en nationalisant les autoroutes à nouveau. Le cœur au sud. Sur Sud Radio Plus. L'Union européenne est-elle sur la sellette ? Nous verrons ce qu'en pensent nos débatteurs après la pub. Le Ring, Sud Radio Plus. 12h38, vous écoutez Sud Radio en direct du Cœur au Sud. Je rappelle que nos débatteurs du jour sont Franck Halem, délégué Jeunes UMP de la 12e circonscription de Paris, Fatima Benoma, secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés, et Romain Mouton, fondateur et président de l'agence de communication RM Conseil. Alors que la construction européenne subit une vague d'impopularité avec des partis eurosceptiques qui montent, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Existe-t-il toujours un moteur franco-allemand? Les jours de la monnaie unique sont-ils comptés? Les États-nations sont-ils compatibles avec l'Union européenne? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous inquiet quant à l'avenir de l'Union européenne? Franck Halem. Je pense qu'on a déjà un président de la République, François Hollande, qui fait rien
pour que le couple franco-allemand soit vivace. On le voit bien sur nombre de sujets. Je pense à l'Ukraine, je pense tout simplement sur les questions des déficits, où au contraire il préfère rester en France et envoyer son premier ministre Manuel Valls. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est une question européenne, pas française, donc c'est normal que François Hollande n'y aille pas tout seul. Alors, tout à fait, c'est une question européenne. C'est la raison pour laquelle il faut que le couple franco-allemand soit vivace et intervienne de front. Voilà, on est quand même les deux pays fondateurs. Le problème, c'est qu'on a toujours Madame Merkel sans Monsieur Hollande. Que ce soit sur ce thème-là, c'est-à-dire de l'Ukraine, sur le thème de la résorption des déficits, on a toujours Madame Merkel, pas de Monsieur Hollande, mais on envoie le transfuge Monsieur Valls, comme quoi ça montre bien qu'il a un certain nombre d'ambitions. En réalité, aujourd'hui, il nous faut un vrai président de la République. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couple franco-allemand. C'est ce que je déplore. Concernant ensuite donc la construction de l'Union européenne, naturellement la percée des eurosceptiques lors des élections européennes, mais qui n'est pas uniquement français, mais qui est plus globalement au niveau européen, témoigne du fait naturellement des difficultés économiques dans lesquelles nous sommes, mais pas seulement. Aujourd'hui, l'Europe, comment on la vend ? On ne la vend pas, l'Europe. Quand on dit finalement, regardez, on est obligé d'appliquer telle ou telle mesure de directive qui finalement revient, dont la responsabilité revient à l'Europe, oui. Alors qu'en réalité, on est favorable. Ce sont des fois des mesures quand même courageuses, audacieuses, difficiles et parfois même douloureuses, mais qui sont nécessaires et indispensables. À chaque fois que vous dites, regardez, c'est la faute à l'Europe, forcément vous ne faites pas aimer l'Europe. Donc il faut arrêter aussi que les responsables politiques se défaussent sur l'Europe. Mais l'Europe, c'est aussi plein de choses positives. C'est la politique agricole commune. On va laisser un peu la parole aux autres. Franck Halem, Romain Mouton. Mais j'aime quand un UMP défend l'Europe. Défend l'Europe, rare. Oui. C'est rare parce qu'à l'UMP, ils sont rares à défendre l'Europe. Merci Franck Halem. Merci Romain. Déclaration d'amour en direct. On vous écoute. Sur l'Europe, oui, surtout. Parce qu'on aime l'Europe. Non, mais c'est très important de ce couple franco-allemand est fondateur et il est alimenté en permanence. Alors certes, c'est vrai qu'on a un président de la République qui ne fait rien pour entretenir ce couple, mais il y a aussi et surtout des partenariats entre des entreprises, entre les ministres qui travaillent ensemble. Là, par exemple, Jean Pisani-Ferry et Henrik Anderhellen, je ne sais pas si je prononce correctement, ont une mission commune pour formuler des propositions sur des réformes franco-allemandes. Donc, Jean Pisani-Ferry est reconnu pour être quelqu'un de brillant, donc on peut imaginer et espérer qu'il fasse des propositions audacieuse et ambitieuse. Et puis le traité de l'Élysée est toujours d'actualité sur à la fois la construction de la zone euro, de la coopération politique, de la coopération militaire, de la coopération culturelle. Ne serait-ce qu'Arte, c'est quand même un symbole, c'est certes symbolique, mais c'est une chaîne franco-allemande. Donc oui, le couple franco-allemand existe, il faut le renforcer, mais pour qu'il soit toujours fort et pour qu'il se développe, il faut pas que la France soit à la traîne, puisque sinon l'Allemagne pourrait être tentée de faire des alliances avec d'autres pays qui sont plus dynamiques ou des pays qui se réforment plus rapidement. Alors, ce qui va de notre côté, c'est notre démographie et notre natalité qui est plus dynamique que l'Allemagne. Et c'est vrai que du coup, dans les années à venir, ça va peut-être s'inverser la dynamique. Mais ça va pas se faire tout seul. Il faut pour ça une politique économique audacieuse, ambitieuse, qui redonne de la liberté aux entreprises pour créer des emplois. Et ça, pour le moment, c'est pas le cas. Et donc, on est un peu sceptique sur l'avenir. Fatima Benoma. Bon, en fait, pour moi, c'est un sujet très grave. Et il y a deux formes d'euroscepticisme. Il y a la montée du fascisme, tout simplement, à travers plein de mouvements d'extrême droite qui sont en train de monter, qui veulent un repli nationaliste, un retour à la nation, plutôt sur des repères ethniques, on va dire. Et il y a un autre euroscepticisme, plutôt qui s'incarne dans des organisations, on va dire, de critique de lignes économiques et démocratiques de l'Europe. Comme on a vu aux dernières européennes, il y avait le MPEP, etc., qui faisait des campagnes pour dire maintenant on boycotte l'Union européenne parce que ces élections ne veulent rien dire. Pour moi, il y a deux choses. Il y a une crise économique, comme je disais, une crise politique. En 2005, on appelle le peuple à voter. Il rejette un traité. On lui fait la démonstration qu'en fait, il s'est dérangé pour rien ce jour-là parce que 2 ans après, ça passe par voie parlementaire. Le peuple se sent écarté du pouvoir qu'il a sur l'Union européenne. Et puis il y a la crise économique et moi j'ai l'impression que ce que fait justement ce gouvernement qui pour moi est austéritaire sur la question économique est idéologique. C'est-à-dire que le gouvernement français est austéritaire au sein tout à fait. Et on le voit dans des tests. C'est un mot qui nie austérité et autorité justement par le fait qu'ils sont imposés par néologisme. Et autoritaire, non?
C'est-à-dire que là, ce que fait le gouvernement, c'est de la politique de l'offre. En gros, il veut que la France soit plus compétitive. Il croit que dans un pays en récession, dans une zone euro en récession, pour redémarrer la machine, il faut améliorer la compétitivité en France. C'est-à-dire que le travailleur français coûte moins cher pour gagner des marchés. Et à très long terme, en attendant, qu'est-ce que ce sera devenu la montée des fachos et l'approfondissement de la crise, parce que ça se répercute sur les investissements. 2 minutes. Pour moi, ça ne marche pas. Déjà, quand tous les pays européens ont la même idée, c'est-à-dire piquer les marchés des autres, les excédents des uns deviennent les déficits des autres. Et puis un État ne peut pas faire comme une micro-économie. C'est ça qui va briser la dynamique de l'Union européenne, c'est ce que vous sous-entendez, Fatima Bennomar. Et là où je suis pas du tout d'accord avec mes personnes qui sont à ma droite et à ma gauche, mais en fait à ma droite. Et en fait, c'est que pour moi, il faut relancer l'économie. C'est-à-dire ne pas céder à l'idéologie des 3%. Mais pas la compétitivité, c'est paradoxal. Parce que justement, un pays, quand il veut faire comme il marche comme une petite entreprise, ça veut dire être plus compétitif. En vrai, ce qu'il fait, c'est que, en bout de quelques années, il a appauvri le pays. Et au niveau des salaires, et au niveau des investissements publics. Vous faites la démonstration que l'Europe est morte, va très bien. On vous laisse aller à votre conclusion rapidement, Fatima Bennomar. Petite conclusion, c'est qu'il faut maintenant, c'est désobéir aux traités. C'est-à-dire pour pouvoir renégocier le fait que la Banque Centrale Européenne, par exemple, puisse prêter directement et à taux zéro aux États. Il faut lancer des grands chantiers avec des millions d'emplois, notamment sur les questions des énergies renouvelables. Il y a plein de chantiers et dire à l'Europe que nous, on n'accepte pas au nom de l'idéologie. Et on les a signés, ces traités. Vous êtes pour l'idéologie. Moi, j'étais à la manifestation contre le TSCG, par exemple, en 2012, avec beaucoup d'organisations, et on est de plus en plus nombreuses. Franck Halem. Bon, merci. Parce que là, c'est franchement, je veux dire, c'est la démonstration pour moi d'une eurosceptique réellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle nous fait la démonstration que, pour moi, c'est une eurosceptique. À différencier deux types d'euroscepticisme. Voilà. Bon, elle rentre dans la case qu'elle veut, mais en tout cas, elle est eurosceptique. Moi, clairement, je vous dis les choses, c'est qu'aujourd'hui, il faut communiquer sur ce qui marche aussi en Europe. Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses à réformer, mais il faut peut-être aussi communiquer, et c'est aussi l'œuvre des députés européens. Peut-être que les députés européens, il faudrait pas les voir juste avant les élections. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait aussi leur donner une tribune plus importante. Que les institutions européennes soient plus intelligibles aux yeux des Français. Bien entendu, aux yeux des Français et pas seulement des Français. Les institutions européennes, regardez un petit peu ce qui se passe. Moi, je pense le FEDER. Le FEDER, c'est quoi? C'est le Fonds européen de développement économique régional. Ça permet à un certain nombre de régions d'être dynamisées. C'est-à-dire des régions aujourd'hui qui sont au sein de l'Union européenne un peu plus faibles économiquement, on leur donne un certain nombre de fonds pour finalement se remettre au niveau des autres. Mais ça, c'est un bel exemple de solidarité. Vous voyez, il n'y a pas que de l'austérité en Europe. Là, loin s'en faut. C'est un bel exemple de solidarité. Et je peux vous dire que les régions, notamment espagnoles, qui dans les années 80 et 90 en ont profité, ça a aidé l'Espagne. Donc, il faut être aussi très clair là-dessus. Je pense aussi à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, qui fait un travail, pour justement permettre de huiler le marché monétaire, de huiler mieux le marché financier, afin que justement on arrive davantage à prêter aux entreprises. Ça va dans le sens du dynamisme, ça va dans le sens de la croissance. Alors vous voyez, vous êtes très enthousiaste. Je suis enthousiaste face à l'euroscepticisme, à l'idéologie et aux mensonges. Romain Mouton, votre avis sur la question, est-ce qu'effectivement il faut... Très rapidement, c'est dire que l'Europe est aussi un palliatif aux inconséquences, aux insuffisances de nos politiques nationales, et qu'aujourd'hui, par manque de courage, nos élus, nos hommes politiques qui ont un agenda politique dicté par les élections, n'osent pas faire les réformes, n'osent pas s'attaquer aux différents mammouths, entre guillemets, et que souvent l'Europe les rappelle à l'ordre, l'Europe leur demande de faire des réformes, et notamment là on l'a vu, sur les aides sociales, l'Europe aussi intervient. Donc l'Europe a un rôle majeur, l'Europe c'est notre quotidien, et c'est vrai que c'est aussi à nos parlementaires européens que je trouve très silencieux, trop silencieux pendant leur mandat. Alors c'est vrai que les médias leur donnent pas forcément la parole, mais c'est aussi à eux d'aller sur le terrain, de faire du service après-vente pour qu'on évite à nouveau aux prochaines élections européennes d'avoir le Front National en tête, parce que voter Front National au niveau européen, c'est perdre, c'est voter pour rien. Et bien sûr, Sud Radio, nous donnons la parole aux parlementaires européens, puisque Jean-Marie Cavada a eu l'occasion de venir plusieurs fois dans le ring Sud Radio. Et sachez que nous accueillons les parlementaires européens sur Sud Radio. Alors le temps presse, malheureusement, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'Union européenne. Mais vous restez avec nous, je vous laisse réfléchir à vos coups de cœur, le temps d'un jingle.
Le Ring, Sud Radio Plus. Au coup de gueule, c'est possible aussi. Franck Halem, pour votre part, ce sera un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de gueule, justement, contre ces déclarations constamment du gouvernement qui sont contradictoires. Alors voilà, monsieur Christian Eckert, d'ailleurs, qui c'est? Personne ne connaît ce nom, qui occupe quand même un poste important et qui finalement contredit la parole du président de la République, qui est déjà totalement décrédibilisé. Il dit, mais les hausses d'impôts, la fin des hausses d'impôts n'est pas gravée dans le marbre. Eh bien, ce qui n'est pas gravé dans le marbre, de toute façon, c'est aujourd'hui le mensonge et les couacs, d'une manière ou d'une autre. Le coup de gueule de Franck Halem. Très rapidement, Fatima Benomar, ce sera un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de gueule. Vous savez, comme la question de Rémi Fraisse me tient à cœur, j'en ai déjà beaucoup parlé. Là, en plus, on nous avait accusé de vouloir charger ces malheureux gendarmes, et l'enquête avance. Et l'enquête est en train de voir qu'ils sont vraiment pas tout blancs de leur côté. Il y a un rassemblement là, tout de suite, une manifestation des jeunes en soutien à Rémi Fraisse, et j'espère vraiment qu'on va continuer dans le sens de mettre la lumière s'il y a eu une vraie faute du côté de l'intérieur et des gendarmes. Romain Mouton, on terminera avec vous. Un coup de gueule ou un coup de cœur? C'est un coup de cœur pour un homme politique qui ose, Alain Juppé, qui s'est exprimé hier une des Inrocks. En une des Inrocks, et dans les Inrocks, qui s'exprime en faveur de l'adoption par les couples homosexuels. Ouais. Donc c'est assez original, assez bien vu. Bon, déjà, en dehors du fait que je suis d'accord avec sa position, mais c'est surtout qu'il tranche avec sa famille politique, avec une majorité de sa famille politique, l'UMP, et avec Nicolas Sarkozy, qui lui est flou sur ce sujet, et d'autant plus parce que après-demain se réunissent. Et c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que la Manif pour tous qui arrive à faire ça. La Manif pour tous, le mouvement Sens commun de l'UMP, arrive à réunir autour d'une table pour un débat Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Donc c'est formidable. Alors que Alain Juppé se prononce dans les Inrocks, les autres sont avec la Manif pour tous. Qui va survivre à ce débat? On verra ça très bientôt. Le coup de cœur un peu ironique de Romain Mouton. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Franck Halem, vous êtes délégué jeunes UMP de la 12e circonscription de Paris. Fatima Benomar, vous êtes secrétaire générale de l'association féministe Les Effrontés. Et Romain Mouton, vous êtes fondateur et président de l'agence de communication RM Conseil. Restez avec nous. Maxime Besson arrive avec sa chronique Art de vivre juste après la pub. Le cœur au sud, Sud Radio Plus. À table. 12h54, vous écoutez Sud Radio en direct du Cœur au Sud, et c'est l'heure de la chronique Art de vivre de Maxime Besson. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors je vous allume votre micro, ce sera encore mieux. Bonjour Maxime Besson. Bonjour Margot et bonjour à tous. Alors aujourd'hui Maxime, vous allez nous parler d'une application. Oui, une fois n'est pas coutume. Exactement, on parle mi-technologie, mi-gastronomie. Ah oui, quand même. Et là c'est My Little Paris, le célèbre, je sais même pas comment qualifier My Little Paris, les bons plans, voilà, ça a été racheté par aufeminin.com l'année dernière. Ils ont lancé des box, ils ont lancé énormément de choses, et donc cette fois, ils lancent une application que j'ai trouvée géniale, qui s'appelle The 50, et en fait c'est The 50, les 50, et en fait vous avez un an pour dévorer les 50 meilleurs plats de Paris. Et donc ils ont lancé une application, c'est uniquement sur mobile, c'est accessible à la fois sur l'App Store et sur Google Play, et donc voilà, c'est vraiment, moi j'en appelle aux fines bouches, aux gourmets, aux curieux, les dénicheuses, puisqu'on les appelle comme ça, de My Little Paris, ont arpenté les rues de la capitale et ont poussé les portes de tous les restaurants à la recherche des 50 meilleurs plats de Paris. Et donc attention, ce n'est pas là, on n'est pas là pour manger les murs ni goûter toute la carte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. 50 plats, 50 seulement, mais pas n'importe lesquels. On a du sucré, on a du salé, de la street food, des bonnes tables, des raviolis au gnocchi, du burger au jambon beurre, tout simplement, du bento au lobster taco, en passant par la tarte ou le macaron au foie gras. Ils sont tous là, prêts à vous mettre l'eau à la bouche. Alors, je vais vous poser une question, Margot. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 50, parce qu'on va faire un jeu, et tout simplement, vous allez voir que tous sont très très bons, et je vais juste vous en parler de quelques-uns, mais c'est vous qui allez choisir le chiffre l'endroit où on va. 8. Alors, le 8, c'est la Seviche du Fish Club. Donc là, effectivement, c'est un bar à poissons dans lequel on avait une ancienne boucherie. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est de ce passage du poisson à la boucherie, mais c'est ça qui est intéressant. De la boucherie au poisson, plutôt. Voilà, et oui, de la boucherie, pardon, au poisson. Et là, vraiment, c'est une mention spéciale que fait My Little Paris pour le Seviche, qui est une des spécialités à base de poisson mariné, inspiré du chef du Malabar, un des meilleurs restaurants à Lima, donc au Pérou.
C'est dans l'assiette une combinaison de maigre de ligne, de lèche de tigre, de calamar frit, poulpe et oignon rouge avec une pointe de piment ají amarillo. Voilà. C'est une formule déjeuner, parce que l'idée c'est qu'elles se sont axées aussi sur l'accessibilité pour tous. Entrée et plat 17 € avec une formule le soir 22 €. Donc voilà. Enfin, moi j'adore l'application. Là, il faut que vous la téléchargiez pour voir ce que ça représente, mais c'est très simple. Vous avez une map, une carte où vous allez avoir les différents pictogrammes, les différents numéros. Je viens de vous poser la question entre 1 et 50, vous m'avez dit 8. Et à ce moment-là, vous cliquez, vous avez le détail avec des très belles photos, avec des choses vraiment super cool. Et donc, donnez-moi un deuxième chiffre. Allez, 26. Allez, 26. C'est très simple en plus de chercher. C'est pour ça que je vous fais. Vous n'avez pas l'application, je le dis là pour nos éditeurs. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps de l'idée, voilà, c'est de vous me posez juste la question et là, on tombe sur quelque chose de typiquement français, qui s'appelle le croque-monsieur. Et donc là, c'est le meilleur croque-monsieur de Paris. Ce serait à côté de Montparnasse? Non, du tout. Alors ça s'appelle la buvette grotesque. C'est au 28 rue Henri Monnier dans le 9e arrondissement de Paris. Ouais. Et donc je vous fais juste la description, je vous la lis parce que moi j'adore les descriptions qu'ils ont fait. C'est dans sa gargote chic et rustique, l'américaine Jodie Williams se frotte à l'indétrônable croque-monsieur. Mastodonte du bistrot parisien, on a du pain de campagne, quelques champignons frais, de la béchamel et du gruyère, une version végétarienne archi gratinée full of cheese, croquante et fondante, à accompagner d'un bon vin français à choisir sur le tableau noir. Bref, le croque-monsieur forestier à 10 € cette fois. Donc j'adore vraiment ce principe de cette application parce que elle vous fait découvrir des lieux que vous connaissez pas forcément et on n'axe pas sur l'ensemble de la carte comme je vous le disais, on axe sur un produit, le produit phare du restaurant. Et donc l'idée c'est de se balader dans Paris de cette manière, de jouer l'explorateur, l'aventurier du goût et l'aventurier des plats, du plat traditionnel jusqu'au plat, disons, bistrot, brasserie, etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est des très belles photos, parce qu'ils ont vraiment fait des shootings sur chaque photo. C'est en partenariat, en plus, avec le 109 Champs-Élysées. C'est l'endroit où trouver le meilleur latte macchiato de Paris, c'est-à-dire chez Nespresso. Ouais. Et donc, il va y avoir des petits concours autour de ça. Mais voilà, il y a un site internet. Vous pouvez aussi vous inscrire. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir dans votre boîte mail les restos toqués, les ventes privées, parce qu'il y en aura avec des prix moins cher. Des ventes privées. Voilà, et les dernières adresses parisiennes. Il y en avoir pour ça existe avec la fourchette aujourd'hui qui promet des réductions autour de moins 30, moins 40 jusqu'à moins 50%. Là, l'idée c'est de travailler là-dessus et c'est plutôt vraiment top. Donc ça s'appelle 250 et donc c'est une application de My Little Paris. Donc My Little Paris qui fait également qu'il y a d'autres bons plans, c'est pas uniquement culinaire, il y a aussi des bons plans exactement, shopping, mais là l'application n'est dédiée qu'à 50 plats à Paris. 50 plats à Paris que vous pourrez explorer pendant un an puisque l'idée c'est que cette application soit valable pendant un an, pas plus. Donc vous avez un an pour tester ces 50 endroits et ces 50 plats. Attention. On va se dépêcher. Alors moi ça me tente bien, je pense que je vais la tester dès ce week-end. Merci beaucoup Maxime Besson. Je vous souhaite un très bon week-end. Mais moi également. On vous retrouve mardi ? Avec plaisir. Et nous on se retrouve dans un instant. Il y aura l'interview politique. On vous refait découvrir l'interview politique de Christophe Bordet, les talents Sud Radio. Nous aurons également nos invités culture. Nous recevrons les comédiens Hugues Duquesne et Sébastien Chartier qui viennent nous voir pour la pièce Bénure la parodie. Ils seront avec nous à 13h30. Alors je ne l'ai pas dit, mais en tout cas l'interview politique, c'est avec le président conseiller du Conseil général de l'Essonne, membre du bureau national du PS, Jérôme Guedj.